Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 30 mars 2023 et on ouvre ce journal avec cette deuxième journée de mobilisation à Rivière-des-Pères. Dès 4 heures ce matin, les manifestants opposés entre autres à la réforme des retraites ont érigé plusieurs barrages sur l'axe principal et la route du littoral. S'en est suivi des affrontements avec les forces de l'ordre qui ne réussiront à rétablir la circulation qu'aux alentours de midi. La situation était particulièrement tendue là-bas. Regardez. Regarde ce qui se passait, on peut pas tout approuver, mais il y a une logique quand même. Et il y a un non-respect de l'île. Parce que tout n'est pas permis. Parce que quand on voit tout ce qui se passe là, tout n'est pas permis. Alors il y a un non-respect de l'île. Je trouve quand même, ils auraient pu réfléchir avant. C'est pas les manifestants, le gouvernement. Moi, je suis plutôt là pour une médiation, comme on dit, parce que moi, ça me fait énormément de peine de voir des êtres humains, des êtres humains, qui sont en train de se bouffer là, et en fait, on est en train de se battre, tous pour la même chose, la retraite. Je dis que c'est vraiment dommage que ça arrive là. C'est normal aussi que la gendarmerie, fasse leur travail. Mais voilà, les choses sont pas faciles, parce qu'il y a les civils aussi, il y a les dommages collatéraux, il y a des munitions qui éclatent chez les gens. Et ça, c'est pas très bon, Donc je suis là en quelque sorte en tant que médiateur, parce que j'arrive à discuter avec les deux parties. Mais les trucs sont devenus vraiment difficiles à Rivière-des-Pères. Mais faut nous comprendre que ça peut pas durer comme ça. Nous avons un pays qui pas même temps nous, parce que pour moi, le pays là n'a pas tant nous encore. Il pas tant nous encore, parce qu'ils ont fait ça, ils veulent un pays à nous. Ils ont tué Clodo, non lieu. Ils ont tué Charles-Henri Salin, ils ont décoré. Alors, à n'importe quel moment, nous pouvons sortir en l'arrêt en contrôle, ils ont fait nous à terre, surtout celle pas ni pour preuve. Heureusement pour Clodo, tenir caméra, si pas tenir caméra, on l'a nous payé. Alors, à qui extrême pour nous, Guadeloupéens, pays arriver, pour respecter nous en pays en nous? Moi, c'est ça que je demande peuple moi. À quel niveau pour nous arriver, pour respecter nous? Et le 3 mars dernier, la Haute Autorité de Santé recommandait la réintégration des personnels suspendus. 3 semaines plus tard, toujours rien. Le gouvernement campe sur sa position, malgré les déclarations d'Emmanuel Macron qui plaçait l'avis de la HAS comme condition sine qua non à la reprise des soignants. Pour le député Olivier Servat, il est temps pour la majorité d'entrer dans une logique d'humanité et d'efficacité et cesser les méchancetés et mesquineries. On l'écoute. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée après que tous les pays européens, à part la France et la Hongrie, aient dit qu'il fallait que les soignants soient réintégrés, qu'il n'y ait pas d'obligation vaccinale. La Haute Autorité de Santé s'est enfin prononcée. Il est grand temps maintenant que ce gouvernement, qui nous a fait perdre des mois, ça aurait pu être géré dès novembre avec cette PPL, réintégration des soignants suspendus non vaccinés. Il est grand temps que ce gouvernement puisse rentrer dans une logique d'humanité, d'efficacité. Là où nous avons besoin de tous nos soignants, de tous nos infirmiers, de tous nos médecins, de tous nos aides-soignants et de tous ceux qui sont au chevet ou qui travaillent à l'hôpital dans les services de soins. Alors, nous demandons aujourd'hui que le gouvernement puisse cesser ces méchancetés, ces mesquineries et qu'il puisse réintégrer enfin des hommes et des femmes qui ont un diplôme, qui ont souffert, qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu exercer leur métier, parce qu'ils ne peuvent pas vivre décemment, qu'ils ne peuvent pas payer leurs enfants, leurs parents. Réintégrer sans aider les soignants et aussi penser à ce qu'ils puissent maintenant rattraper le temps perdu, que ce soit financièrement ou professionnellement. On croit effectivement que le versement des salaires dus représentera quand même quelques millions. Ça va coûter bonbon. Et l'attention justement était vive devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Mobilisé depuis plus d'un an sur le BIC à résistance, les personnels suspendus montent le ton. Entre avis de la Haute Autorité de Santé, l'inutilité démontrée du vaccin et une obligation vaccinale douteuse, ils n'acceptent plus le mépris du gouvernement qui n'a aucune parole, sans la vérifier. Regardez.
On dit comme ça que ça a fait plus qu'ils ont l'année que nous avons goumé. Donc ça a fait plus qu'ils ont l'année que ces camarades là pas ni salaire. Ça a fait plus qu'ils ont l'année que ces camarades là en difficulté. Aujourd'hui nous avons nous peut réaffirmer que nous avons raison dès le départ dans tout ça que nous avons dit là. Alors ça que nous avons exigé, c'est que oui ni réintégration là nous goumé pour ça, mais que yo ba yo tout l'argent à yo que yo ka doué yo depuis jour là que yo décidé et ben que yo ka exclu des sociétés là. Et nous ni aussi des camarades qui ka goumé aujourd'hui là tout simplement pour application du droit, respect de la convention collective, payer salaire à yo, contre le licenciement. Donc nous avons dit que nous avons continué à goumer. Et même après réintégration, nous avons continué à goumer parce que nous avons trop de problèmes dans le pays. Là, ça. C'est les grèves et les manifestations qui font l'État capitaliste français et les patrons reculer si les attaques qu'ils ont menées, si façon de dégrader les conditions de travail à tout travailleur sur la planète. Aujourd'hui, là, nous mettons nous debout par rapport pour la réintégration des soignants et contre l'obligation vaccinale. Ça a toujours d'actualité. Il faut faire nous comprendre qu'il faut réintégrer nous. Pas ni Covid pas qu'à circuler. Les vaccins pas bons, puis qu'il n'a pas bon, ils sont publiés à 4 jours. Les gens levé en l'eau restriction sanitaire. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne peuvent pas réintégrer les soignants. Nous avons quand même dans des services, là nous avons passé, parce que nous faisons pétition et le personnel d'accord pour nous réintégrer. Là nous avons passé dans les services, nous avons souffrance à les patients, souffrance à le personnel, parce que nous manque de monde qui travaille, nous manque de matériel. Et donc voilà, nous ne pouvons pas continuer comme ça, d'autant plus que le personnel pas qu'à oser manifester, pas qu'à oser mettre de debout parce qu'il y a des répressions de l'encadrement. Un reportage signé Michel Depape. Et on enchaîne avec cette grève au CCAS de la ville des Abîmes. Les agents dénoncent l'attitude de la directrice générale qui les terrorise, mais aussi le versement tardif des salaires et les mauvaises conditions de travail au sein de l'EHPAD. Jérémy Jalton, on les écoute. Aujourd'hui, nous avons bloqué les trois pôles, qui veut dire l'EHPAD, la Villa Antoine, administratif, et l'ancienne mairie, aussi administratif, pôle médico-social. Nous avons trop de dysfonctionnements. Déjà, nous avions fait une première grève où nous avions demandé au maire de respecter les dates de nos salaires. Nous avons des salaires qui arrivent trop en retard. Et ça, beaucoup de choses que nous, on ne peut pas tenir compte parce que ça repart. À chaque fois, la paye repart. Et nous avons aussi demandé au maire ce qu'il en était de notre établissement, l'établissement où se trouvent nos personnes âgées, connaître un peu l'état des bâtiments. Nous n'avons pas de retour jusqu'à maintenant. Et il y a une terreur qui se perpétue par rapport à l'autorité territoriale, la directrice générale qui terrorise les agents. Il y a des agents qui sont en burn-out, qui sont suivis psychologiquement par des personnes parce qu'elles sont mal. Il y a un mal-être. Alors c'est reconductible. Normalement, le maire doit nous rencontrer demain, midi, et nous verrons par rapport à ce qu'il va nous dire si on continue. Parce que nous aussi, nous sommes impactés aussi par les retraites des agents qui, le calcul des fois est mal fait. Il y a plein de problèmes qu'on va soulever en même temps. Reportage de Charlie Dagonia. Et le procès d'Harry Chalus est reporté au 12 et 13 octobre prochain. Soupçonné d'avoir dépassé le plafond des comptes de campagne en 2015 et détourné des fonds de l'Alliance bémaotienne, il aura donc plus de temps pour préparer sa défense. Son avocat remercie d'ailleurs un parquet courtois sur ce dossier très sensible pour la Guadeloupe. De son côté, le Parti socialiste, qui s'est constitué partie civile, entend bien faire la lumière sur cette affaire aux airs de Big Malion pour le secrétaire fédéral Olivier Nicolas, qui répondait aux questions d'Olivier Félix. La Fédération socialiste a souhaité se constituer partie civile à l'invitation du procureur parce que dans cette campagne de 2015, nous étions en lice, comme 10 autres listes.
Et aujourd'hui, nous sommes face à une affaire qui ressemble à un big malion à la guadeloupéenne, et où effectivement il faut tirer au clair sur les pratiques ou les manœuvres, comme a dit le procureur, qui ont affecté cette campagne, son financement, en tout cas pour la liste Changer d'avenir. Et donc nous attendons que la justice passe. Il y aura donc un renvoi, mais dans 6 mois, nous serons là pour écouter, pour comprendre ce qui s'est passé et pour savoir si la justice appréciera, comme nous le faisons nous, ces manœuvres-là. Satisfait, oui. De toute façon, dans l'intérêt des droits de la défense, il me semble que c'était nécessaire. Le dossier, manifestement, il y avait 2 prévenus qui n'étaient pas, dont les citations n'étaient pas régulières. Et puis, dans l'intérêt des droits de la défense, afin de préparer la défense de ce dossier. Ça nous laisse quand même suffisamment de temps pour étudier ce dossier, oui, tout à fait. Non, le parquet, à ce niveau-là, franchement, je le remercie encore, a été complètement courtois sur ce dossier. Et je suis sûr que les débats seront apaisés à l'audience du 12 et du 13 octobre 2023. Je pense que ça sera au moins 2 jours d'audience, oui. Ça sera gros dossier, oui, comme tous ces types de dossiers, mais tous les dossiers de ce type, pardon. Mais après, sur 2 jours d'audience, parce que les débats seront riches, il y a beaucoup de petits éléments qui sont soulevés, et à chaque fois, il faudra reprendre élément par élément, et ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. J'aborde ce dossier avec sérénité, la confiance en la justice, oui. Les enjeux sont importants pour mon client, sont importants également pour la Guadeloupe, et puis sont importants également pour la justice, afin que la justice soit faite et de manière éclairée sur ce qui est reproché à mon client. Et on dresse maintenant un bilan, un point sur la rencontre entre les élus départementaux et le collectif des organisations professionnelles avec leur représentant Jean-Yves Ramassamy. Nous avons rencontré le président départemental comme prévu ce matin. Une réunion qui a été très positive puisqu'il a fait le point avec nous sur les investissements de 2023 au niveau du département, où il va mettre en place une programmation d'environ 300 millions d'euros sur l'ensemble des chantiers pour les petites et moyennes entreprises aussi de la Guadeloupe. Ensuite, maintenant, nous avons fait le point par rapport à certains retards de paiement au niveau du département et qui est en train de se régler, puisqu'il nous a bien donné les justificatifs de règlement qui vont être mis en place pour les entreprises, qui commencent déjà à être payées. Et puis ensuite, maintenant, nous accompagner au niveau des problèmes sociaux que rencontrent nos entreprises guadeloupéennes aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'à travers les points qui concernent le département, nous sommes en train de mettre en place aussi une réunion avec les services de l'État et la région, une réunion commune, pour que nous puissions continuer à travailler sur l'économie guadeloupéenne. La région nous a répondu. En principe, aujourd'hui, demain matin, nous aurons une date et l'heure de rencontre. Lundi, nous avons réunion avec le président de l'association des maires, M. Sapoti. Donc je peux vous dire, en l'espace de 8 jours, il y a eu une réaction très positive au niveau des problèmes que rencontrent aujourd'hui nos entreprises. Et le président du département s'est engagé aussi à contrôler le protocole de l'accord qui a été signé et pour voir les différents points qui sont en retard et les engagements qui avaient été pris par le département pour que nous puissions retourner encore en réunion de travail pour pouvoir élaborer tous ces problèmes. Et vous savez, c'est ce que j'ai évoqué aujourd'hui. À chaque fois, il faut pouvoir intervenir, à chaque fois, il faut intervenir avec la pression pour essayer de trouver des solutions, mais ce qui est important, c'est d'arriver à un objectif, c'est de régler le problème, c'est ce que nous faisons là maintenant. Et on se rend maintenant au hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre pour la journée mondiale du rat. Notre activité aujourd'hui rentre dans le cadre de la journée mondiale du rein qui se passe tous les mois de mars. C'est fait pour sensibiliser la population dans le monde, y compris en Guadeloupe, sur les maladies rénales. Sachez qu'on estime la prévalence à peu près à 1 milliard dans le monde. Et en France, c'est à peu près 6 millions. Et chez nous, à l'échelle de la Guadeloupe, c'est à peu près 45 000. Je suis très heureuse que le CHU a pu permettre de mettre ce dispositif à l'appel des Guadeloupéens. Donc, j'ai répondu présent pour savoir, pour mes reins, comment ça fonctionne, quel repas que je dois prendre et comment prendre contact avec leur service. En plus de la sensibilisation,
il y a le dépistage. Donc on dépiste le diabète, on dépiste l'hypertension, on dépiste l'obésité, qui sont vraiment des facteurs avérés de maladies rénales. Et il y a une consultation médicale derrière qui permet de donner aussi des conseils. Le rein, c'est un organe déjà qui est très silencieux, comme le médecin a expliqué. Donc nous devons faire attention à nos aliments, à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, surtout le sel. Donc moi j'ai porté curiosité à venir comment portent mes reins, parce que c'est un organe très délicat. Et avec le personnel qui m'a accueilli, m'a fait beaucoup de choses. Alors donc je vois l'importance de continuer cette journée avec le CHU. Un reportage de Solène Fèvre. Et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement organise des sessions d'information autour des fonds verts. Ces financements dédiés à la transition écologique permettront la mise en place de projets autour de 2 thématiques, à savoir le recyclage foncier. On a tellement de bâtiments qui pourrissent, de terrains qui ne servent à rien, et on s'engage beaucoup sur de nouveaux projets, alors qu'effectivement, on a de quoi faire. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on a le recyclage foncier, on a aussi les économies d'énergie. Les collectivités ont donc jusqu'au 31 décembre prochain pour s'inscrire dans cette démarche et tenter d'obtenir ces subventions. On fait le point. Le Fonds vert, c'est un dispositif national de financement justement des actions pour les collectivités en lien avec la transition écologique et énergétique, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Donc c'est vraiment un outil de financement pour vraiment aider les collectivités à passer à un autre niveau sur certains projets. Donc ce n'est pas le seul dispositif financier qui est disponible, mais c'est l'un des leviers pour justement passer à une nouvelle étape. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au 31 décembre 2023, c'est la date butoir pour pouvoir présenter ces projets-là, s'inscrire dans une démarche de fonds vert. Donc, c'est-à-dire, passer ce délai, il sera trop tard pour souscrire à ce fonds vert, même s'il y a d'autres dispositifs qui existent. Donc, le but de la manifestation, c'est justement d'inciter les collectivités à prendre notre attache pour les aider à maturer leurs projets, de sorte qu'ils soient éligibles au fonds vert, mais aussi à d'autres fonds. Il faut savoir que dans la réalité et dans notre actualité, on entend des soucis au niveau du littoral, la gestion du littoral, l'occupation du littoral. Il y a des enjeux de zones de menace grave pour les vies humaines. Il y a des enjeux de conflits d'intérêts dans l'usage du littoral notamment. Donc ça veut dire qu'on est sur une petite île. Donc le recyclage foncier, le réemploi, le fait de reconstruire la ville sur elle-même, c'est un enjeu majeur, parce qu'effectivement, plus on peut densifier, même si on n'aime pas forcément le terme de densification, mais plus on peut bonifier l'utilisation du foncier déjà bâti ou déjà urbanisé, plus on peut préserver ces zones littorales, plus on peut préserver les zones naturelles et les zones agricoles. Donc l'idée, c'est que ce projet s'inscrive dans cette démarche-là de recyclage foncier et plus loin, in fine, d'urbanisme circulaire. Le but, c'est vraiment d'avoir des projets qui sont engagés cette année, mais sur plusieurs années, donc des projets pluriannuels. On sait qu'ici, chez nous, on a des bâtiments assez variés pour les collectivités, donc des établissements scolaires, des bâtiments administratifs, des équipements socioculturels qui méritent d'être rénovés, pas uniquement pour la partie confortement parasismique, etc., mais aussi pour le confort à l'intérieur, les économies d'énergie. Et le deuxième thème, c'est le recyclage foncier, donc vraiment s'occuper de nos friches urbaines pour voir comment les réhabiliter, les rénover, les réutiliser pour justement avoir des espaces de vie qui soient agréables. Les élèves de l'école élémentaire de Boivin-Moule ont participé aujourd'hui en visioconférence à la dictée francophone. Grâce aux nouvelles technologies, les enfants étaient connectés à leurs camarades du Bénin, du Costa Rica, du Québec, d'Espagne ou encore de Paris. Regardez. Aujourd'hui, cette première édition de la dictée francophone a permis, grâce à la municipalité du Moule, de permettre à nos élèves dans nos écoles de préparer en tout cas un travail autour de la francophonie et de mettre en place un projet finalement qui fédère une notion, une journée internationale auquel on ne porte pas forcément attention. Donc aujourd'hui, participer à cette dictée francophone avec en plus des camarades du Costa Rica, du Québec, de Paris et finalement de tout le rayonnement de la France dans le monde était vraiment une réelle opportunité pour les enfants. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a fait une dictée et avec une classe, des classes en Espagne, en Costa Rica, Paris et Québec. Aujourd'hui, nous avons participé grâce à notre maîtresse à la dictée de Paris. Donc c'est une dictée qui se fait avec pratiquement tous les pays francophones. Et partout dans le monde, et on a eu la chance d'y participer et c'était très bien parce que on a pu découvrir des choses, et découvrir des personnes aussi. J'ai bien aimé, elle n'était pas trop difficile et il y avait des mots pas trop difficiles, c'était bien.
La dictée, ça sert à travailler l'orthographe, les mots et la conjugaison. Et ça nous aide à écrire mieux. Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'était super parce qu'on a pu rencontrer d'autres pays en live. Et j'ai vraiment bien aimé. La suite pour les élèves, alors on va déjà commencer par corriger la dictée, on va commencer par voir où est-ce qu'ils ont eu des difficultés, puisque c'était quand même une dictée de 180 mots, et ils avaient pas mal de phrases, pas mal d'accords, pas mal d'éléments d'orthographe et de pédagogie qu'il va falloir revoir. Mais en tout cas, la suite, ça va être vraiment de peut-être créer d'autres liens avec d'autres écoles et amener davantage la francophonie et son rayonnement à travers nos écoles pour aller à la rencontre d'autres pays de la francophonie dans le monde, finalement. Les dictées, c'est pas mon fort du tout, mais franchement, cette dictée, c'était incroyable. Le fait de partager ça avec d'autres pays, d'autres personnes, pas forcément français, c'était très bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal Le Focus, ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Jimmy Kamagou-Valiard, bonsoir à Odia Villeroy, à Tinatan Joe, bonsoir à non pas toi, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Ghislaine Khalif, à Joël Bazit, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Dimitri Gobardan, à Mouton Lucide, bonsoir à Jean Luce. Faudra que je vois, hein. Voilà, quand tu me dis, c'est tonton. Bonsoir à Perle de Caruquera. Bonsoir à qui d'autre, au général Franck Abar. Bonsoir. Ah ouais, vous y allez sur le président de la République française, là. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir. Ok, d'accord. Bonsoir à Joyce Gabo. Ok, d'accord. Ok, bonsoir à Mercedes Platon. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Gilberte Montagne. Bonsoir à Dominique Landry. Bonsoir à qui d'autre? Oui, toujours en poste au moins jusqu'au 12 ou 13 octobre prochain. On verra un petit peu comment cette histoire se dégoupille, mais le Parti socialiste a l'air assez déterminé. Et à l'occasion, je vous donnerai ma version, je vous donnerai ma petite version sur cette histoire. Bon, et bonsoir aussi à Marie Carême, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à JC Albina, à Lina Wild, bonsoir à... Ce sera tout pour ce soir, on se retrouve après la pub.